Monsieur Hugues Portelli et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire et messieurs Philippe Darniche et Jean-François Husson ont déposé une motion distribuée sur le numéro 2 rectifié bis tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Monsieur Hugues Portelli, vous avez la parole pour défendre la motion et monsieur François Rebsamen aura la parole contre la motion. Monsieur Portelli, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, la question préalable, comme vous le savez, est parmi les motions d'irrecevabilité la plus radicale, puisqu'elle exprime le refus d'examiner un texte dont on estime qu'il n'y a aucune raison valable de l'adopter. C'est le cas aujourd'hui. D'abord parce que la situation dramatique que connaît notre pays, tant sur le plan économique que social ou moral, imposerait que le législateur, gouvernement et Parlement réunis, se consacre à la seule priorité qui vaille, le sauvetage et le redressement de notre pays. Et plutôt que de nous rassembler sur ce sujet vital, la majorité présidentielle ne trouve rien de mieux que de diviser profondément la nation sur une question que personne, à droite comme à gauche, ne juge essentielle ou urgente, une question qui, jusqu'à ce jour, ne se posait pas. En effet, pour les rédacteurs du Code civil, et je vous renvoie au discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil, le fait que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme relevait de l'ordre physique de la nature, commun à tous les êtres animés, et ne relevait ni du droit naturel, propre aux hommes, qui est à la base de nos lois civiles, ni des lois positives, plus conjoncturelles. C'était la conception du droit romain, et c'est la conception du Code civil. Le projet de loi qui est soumis au Parlement, texte écrit à la va-vite, qu'il faudra, de l'aveu même du gouvernement, au minimum complété par des ordonnances, est ainsi devenu une priorité afin de faire diversion, faute de pouvoir résoudre les vrais problèmes de notre pays, et d'offrir à la majorité un marqueur idéologique de rechange, faute de pouvoir mettre en œuvre les anciennes croyances de la majorité devenues obsolètes. Au-delà des circonstances, ce texte soulève, selon nous, plusieurs problèmes graves qui justifient son rejet et que je voudrais énumérer rapidement. Le premier est la confusion intellectuelle et juridique sur laquelle il repose. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le fondement de l'état de droit dans notre pays, proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit. De cette affirmation découlent plusieurs conséquences. La première est que les droits de l'homme s'enracinent dans le droit naturel et qu'on ne peut bâtir le droit sur des constructions virtuelles. Le droit civil notamment, celui de la famille et de ses éléments constitutifs, le mariage, la filiation, ne peut prendre en considération une entité artificielle où l'enfant ne connaîtrait pas ses parents réels, père et mère, et où la naissance, la filiation, la structure familiale deviendraient des fictions, comme s'y risquent parfois les auteurs de films fantastiques. Cet enracinement naturel du droit civil n'est nullement contradictoire avec le fait que tous les êtres humains soient égaux, qu'ils aient des droits identiques. Mais cette égalité ne peut pas nier les différences, notamment sexuelles, qui font la richesse de l'humanité. Nous sommes tous différents et nous sommes tous égaux en même temps. Et la différence naturelle entre les êtres humains explique que des constructions sociales et juridiques différentes, le Pacs, le mariage, l'union civile, doivent permettre d'arriver au même but, l'égalité de droit. La différence entre les sexes est fondatrice de notre société. Et cette réalité naturelle ne peut pas être niée au profit d'aberrations qui lui substitueraient une sexualité
virtuel, fruit du ressenti des individus. Deuxième source de confusion, la conception du mariage. Le mariage est en France, on l'a répété, une institution sociale, qu'elle soit d'ailleurs juridique ou non. L'union d'un homme et d'une femme permet non seulement de construire une famille, mais également de donner aux enfants de cette famille une sécurité affective et sociale en se construisant à partir de la double image de la mère et du père et de connaître leurs origines, leur histoire, leur identité. Si le mariage était uniquement la mise en forme d'un sentiment affectif ou d'un désir entre deux êtres, quel qu'il soit, il ne serait pas nécessaire de lui donner la solennité qu'il a toujours eue pour la famille, pour la société et pour l'État, c'est-à-dire la force symbolique d'une institution qui structure toute l'histoire de l'humanité et que les civilisations successives ont enrichi sans jamais l'abattre. Troisième source de confusion, l'adoption d'une loi sans réfléchir à ses conséquences. J'ai entendu que cette loi serait bonne parce qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle répond à une demande sociale et que de toute façon elle ne concerne pas grand monde. Voilà l'argument qui nous est asséné une fois que les arguments juridiques ont été balayés. Quel sera son impact dans la société dans 30 ou 50 ans? Personne parmi les auteurs de cette loi ne s'en est vraiment soucié, comme le prouve d'ailleurs, on l'a dit, le caractère partiel et partial de l'étude dite d'impact du projet de loi. Qu'elle bouleverse à long terme les règles de la filiation, qu'elle fragilise définitivement l'image et le rôle du père et de la mère, qu'elle permette à certains de revendiquer un droit à l'enfant, droit qui n'existe pas, sans se poser la question du respect du droit des enfants à se construire de façon équilibrée, autant de questions graves qui n'ont pas effleuré l'esprit des idéologues qui ont conçu ce texte. Enfin, quoi qu'en dise le président de la République, cette loi est le cheval de Troie de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. D'ailleurs, les partisans les plus convaincus du texte nous l'ont dit ouvertement, que ce soit en commission ou lors des auditions. Et nous, ne vous étonnez pas que nous soyons totalement opposés à cette évolution dangereuse qui aboutit à faire du corps humain une marchandise et porte atteinte à sa dignité, comme nous sommes hostiles à une conception de l'enfant qui en fait un jouet entre les mains d'adultes. Mes chers collègues, le législateur n'a pas tous les droits. Jean-Louis Lolme, le juriste genevois qui, au XVIIIe siècle, à l'aube du parlementarisme, avait rappelé que le Parlement a tous les droits, excepté celui de changer un homme en femme, pourrait être rejoint par Michel Crozier, qui expliquait, nous sommes sous la Ve République, hélas, qui expliquait en 1979 qu'on ne change pas une société par décret. Eh bien, c'est cette prétention prométhéenne à vouloir, au nom d'une majorité de passage, mettre en cause les bases mêmes du droit naturel que nous contestons fermement. La société politique, dont vous savez bien la faible légitimité qui est la sienne par les temps qui courent, ne peut pas bafouer aussi spectaculairement la société civile, sauf à voir un jour celle-ci, et plutôt que vous le croyez, s'organiser en dehors d'elle. Le second problème que je voudrais aborder, c'est celui des conséquences graves qu'entraînera votre projet de loi s'il entre en vigueur. La première conséquence sera d'affaiblir cela même que vous voulez favoriser. On vous l'a dit à propos de l'adoption. Celle-ci est déjà très difficile à obtenir. Peut-on imaginer un instant que les États dont sont ressortissants les enfants adoptables accepteront de les confier à des ressortissants français? Que ferez-vous? Tout à l'heure, le doyen Gélard l'a rappelé. Que ferez-vous des traités passés par la France avec de très nombreux États en matière de mariage et de droit de la famille? Croyez-vous que ces États accepteront un changement unilatéral des conventions que nous avons signées avec eux? Il y a fort à parier que notre initiative, si elle entre en vigueur, sera source de très nombreux litiges. Seconde conséquence, la plus grave pour moi, c'est de briser le consensus éthique auquel nous étions parvenus ces dernières années. Les lois sur la bioéthique,
sur la fin de vie, sur le Pacs, avait défini un cadre commun sur le statut de la personne et qui avait fini par convaincre même ceux qui, au départ, étaient hostiles à ces projets. On avait ainsi trouvé un compromis intelligent entre des principes intangibles et le pragmatisme nécessaire, entre ce qui est écrit et ce qui n'a pas à l'être. Les auteurs de ce texte ont voulu rompre avec cet équilibre, patiemment construit. Mais à l'arrière-plan de ce texte, c'est cette pensée faible, indifférente aux valeurs de la société postmoderne d'aujourd'hui qui est à l'œuvre, en supprimant le père et la mère du Code civil, en conduisant l'enfant à les ignorer plutôt qu'à les affronter pour s'en émanciper, eh bien, vous ne créerez pas des êtres adultes et responsables, capables de construire leur propre chemin à travers des repères qui fassent sens. Vous créerez des êtres indifférents, narcissiques et tournés vers l'éphémère. Troisième conséquence. La troisième conséquence sera de renforcer le communautarisme religieux. Jusqu'à ce jour, le mariage civil est la base commune à toutes celles et tous ceux qui créent une famille, croyants et incroyants, quelle que soit leur religion. Avec sa substitution par un mariage qui n'en est pas un, beaucoup de croyants convaincus ne jugeront plus utile de passer par la mairie et préféreront s'en tenir à la reconnaissance de leur communauté ou se marier ailleurs, à l'étranger ou en Alsace-Moselle. Le mariage civil d'aujourd'hui cédera la place à l'éclatement des mariages communautaires de demain et à un nouvel affaiblissement du tissu national. Enfin, la quatrième conséquence sera de détruire définitivement le mariage civil. À vrai dire, je pensais avec beaucoup d'autres que vous auriez plutôt à cœur de profiter du déclin du mariage civil, miné de l'intérieur par la multiplication des séparations et de l'extérieur par le développement du Pacs ou de la cohabitation, pour le supprimer purement et simplement, conformément à ce qu'était l'idéologie révolutionnaire de vos prédécesseurs du XIXe siècle. Non, non, vous avez préféré le subvertir en remettant en cause sa fonction essentielle, en diversifiant ses formes. Ce faisant, vous l'avez vidé de sens, ce qui est une façon plus subtile de vous en débarrasser. Et vous avez transformé le mariage en instrument de remise en cause de tout le droit de la famille, de l'état des personnes jusqu'à la filiation. Alors, mes chers collègues, est-ce que c'est vraiment cela que vous voulez si vous votez ce texte? La vigueur des réactions qu'il a entraînées, les conséquences graves qui seront les siennes à long terme, tant sur le plan social que juridique, la fragilisation de tout notre droit civil qui en découlera, devrait vous inciter à réfléchir et à le rejeter avec nous. Vous savez qu'il existe d'autres solutions qui répondent aux situations de celles et de ceux qui s'estiment victimes de discrimination. Mais ces solutions respectent les fondements de notre droit civil. Cette loi, quel que soit le sort qui lui sera réservé, ne sera jamais la nôtre. Elle n'est ni sérieuse, ni nécessaire, ni légitime. Elle divise encore plus notre pays. Elle rompt avec plus de 2000 ans d'histoire et plus de 200 ans de code civil. Comment pourrait-elle avoir une place dans notre droit? Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur le Président Rebsamen pour une intervention contre la motion. Voilà. On va essayer d'aller vite aussi. Hop, je mets ça là. Bon. Mesdames les ministres, Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues, le temps se déroule, le débat se poursuit. Et effectivement, quand on en arrive à la question préalable, après avoir longuement et largement débattu de la question de la motion référendaire et puis de l'exception d'irrecevabilité, on se trouve un peu, j'en conviens,
mon cher collègue Portelli, à court d'arguments. Et comme ça arrive de temps en temps, eh bien, on peut déraper. Alors, je mets ça sur le compte d'un peu de fatigue ou d'un dérapage. Parce que je viens d'entendre une phrase qui m'interpelle et qui, je pense, interpelle tous les républicains. Vous venez ici même à la tribune de déclarer que cette loi, si elle est votée, parce que nous sommes respectueux, bien sûr, de la représentation nationale, si elle est votée, cette loi ne sera jamais la vôtre. J'y vois presque un caractère factieux, en tous les cas un caractère anti-républicain, qui n'est pas digne de la qualité des débats que nous avons jusqu'à présent. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer qu'il y ait une motion de renvoi ou de question préalable, alors même que cette question préalable supposerait qu'il ne serait pas lieu, nous n'aurions pas à légiférer sur cette question. C'est d'abord contradictoire totalement avec votre volonté d'un large débat que nous avons entendu toute la journée. Et puis, c'est contradictoire avec votre volonté de soumettre à référendum cette question. Parce que si on n'a pas à légiférer, alors qu'en est-il du référendum? Et puis, je voudrais vous dire que nous ne sommes plus au temps de Michel Crozier, pour lequel on peut avoir beaucoup de respect. Ce n'est pas par décret que nous voulons changer la société pour plus d'égalité, c'est par la loi. Et donc, ce projet de loi qui ouvre le mariage pour les couples de même sexe, à vous écouter, serait inutile et il n'y aurait donc pas lieu de légiférer. Sans détour, vous ne serez pas surpris que nous ne partagions pas votre point de vue. Quelle est la portée du texte qu'après l'Assemblée, notre haute chambre examine aujourd'hui? Il s'agit tout simplement, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, de se conformer aux valeurs qui fondent notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour tous les couples et toutes les familles. Liberté de vivre ensemble, égalité des droits, fraternité face aux différences. Fraternité face aux différences. Et laïcité pour rassembler tout cela. C'est ainsi que nous pourrions résumer en quelques mots ce projet, qui s'inscrit tout à fait dans notre institution républicaine, qui n'a jamais pu être basée sur des phrases que je viens d'entendre, comme quoi le mariage structurerait toute l'histoire de l'humanité. Nous lui accordons une grande force, la force républicaine. Mais de là à dire que le mariage structurerait l'histoire de l'humanité, je pense que la lecture de quelques anthropologues, beaucoup de gens ont cité Claude Lévi-Strauss, permettrait pour certains d'avancer un petit peu dans la connaissance. Les conditions du mariage, cela a été fort bien dit par les différents intervenants, mais notamment par la garde des Sceaux, que je salue encore. Les conditions du mariage restent inchangées. Âge, consentement, prohibition, les modalités demeurent les mêmes, état civil, célébration en mairie, les obligations également. Pour tous les maires, nous les connaissons. Les époux se doivent secours, fidélité et assistance. Rien de changé, tout simplement le droit qui est donné à l'adoption dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. L'ouverture du mariage, donc, aux couples de personnes de même sexe ne dénaturera pas l'institution républicaine, ne bouleversera pas l'ordre social, car rien, absolument rien, ne sera retiré aux couples hétérosexuels. Cela a été dit hier dans le débat général. De nombreux pays européens, même si certains ont des législations différentes, des Pays-Bas au Danemark jusqu'en Uruguay, c'est vous dire un peu, ont adopté le mariage aux couples de personnes du même sexe, et ils ne se sont pas effondrés, l'institution n'a pas disparu et l'ordre social n'a pas été bouleversé. Simplement, et même M. David Cameron l'avait dit, simplement,
un droit supplémentaire, un droit à l'égalité. En réalité, ce texte met un terme à la discrimination qui résultait des choix sexuels des citoyens. Or, ceux-ci n'ont strictement rien à voir avec les droits et les devoirs, et a fortiori, bien évidemment, avec la loi. Les couples homosexuels, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, existent. Ils sont pérennes, légitimes à vouloir bénéficier de l'ensemble des règles dont bénéficient les couples hétérosexuels avec le mariage. Comment régler la contribution au logement, aux dépenses courantes, l'autorité parentale, etc., etc. Certains, dans les rangs de l'opposition sénatoriale, proposent la création d'une union, calquée pour l'essentiel sur le mariage, et c'est tout simplement parce que vous refusez de donner, je crois, le contenu du mariage à des couples hétérosexuels. Et je me pose cette question. Il serait bon que le Sénat retrouve, j'allais dire, l'ambition progressiste qu'il portait lorsque, ici même, Henri Caillavet a fait adopter en 1978, bien avant que l'Assemblée nationale ne le fasse, des dispositions qui supprimaient la pénalisation de l'homosexualité. C'était en juin 1978. Mais depuis, bien sûr, vous avez mené des combats qui sont des combats de conservatisme. Vous avez mené le combat contre le Pacs, avec des mots, des phrases qu'on n'oserait même pas aujourd'hui prononcer. Et puis nous voilà, pas vous ici dans cette Assemblée, parce que le débat est digne, mais à l'extérieur, s'appuyant sur votre résistance quand même quelque part, eh bien à l'extérieur, des propos homophobes sont prononcés et des attaques insupportables sont faites à l'égard d'un certain nombre de parlementaires qui ont eu le courage de prendre des positions. Je les salue encore. Et aujourd'hui, je pense au sénateur de Mayotte et qui a tenu ici même des propos fort courageux hier soir. Souvenons-nous donc de ces combats passés, retrouver le sens un petit peu de l'égalité, mes chers collègues. L'institution du mariage n'appartient pas à une catégorie de citoyens, elle est républicaine, elle doit être ouverte à tous les couples selon les mêmes conditions. Cette institution est laïque et ne concerne aucune religion. Ceux qui ne voudront pas aller se marier, ce que je viens d'entendre dans les mairies, bien sûr, peuvent ne pas le faire et aller tout simplement à l'église, puisque je pense bien que c'est à l'église que vous pensiez à l'instant où vous prononciez cela. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, parce que quand on ne se marie pas à la mairie, on n'est pas marié au regard de l'état civil. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, notre rôle est bien d'examiner ce texte, d'abord pour mettre un terme à une inégalité, à une injustice aussi juridique, ensuite pour adapter, tout le monde l'a dit, notre droit aux évolutions de la société et à la réalité de la diversité, non pas de la famille, mais des familles françaises d'aujourd'hui. Et puis, puisque vous aimez, mes chers collègues, autant les sondages, j'ai cru comprendre que vous les aimiez beaucoup quand vous étiez au pouvoir, eh bien, nous en avons fait faire un, ou plutôt nous en avons lu un dans la presse. Il dit que les Français sont majoritairement favorables à l'ouverture du mariage aux couples du même sexe. Donc nous nous appuyons bien sûr sur ce sondage, comme vous vous appuyez à l'époque sur tous les sondages que vous commandiez, pour nous dire que nous sommes finalement en phase avec la société. Après les 24 séances, après les 10 jours, après les 110 heures de débat à l'Assemblée, les 5000 amendements examinés, tout ou presque a été dit sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Au Sénat, notre rapporteur, que je salue pour le travail qu'il a fait, a mené plus de 50 auditions, tenu des dizaines de réunions. Le débat a été mené dans le plus grand respect des opinions et des uns et des autres. Je parlais ici, bien évidemment, des arguments de bonne foi et pas des débordements verbaux et caricaturaux que l'on peut entendre à l'extérieur de cette enceinte. Il est maintenant temps pour nous de faire tout simplement notre travail de législateur, d'examiner le texte. Moi, je fais confiance à la sagesse, à la sérénité du Sénat pour poursuivre les débats
dans un climat apaisé comme celui que nous avons, et j'appelle bien évidemment l'ensemble de notre Assemblée à examiner ce texte, à en rejeter cette question préalable, comme le feront les membres du groupe des sénateurs socialistes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Rebsamen. Avis de la Commission. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Votre commission des lois a souhaité que vous repoussiez cette question préalable, car, et nous le verrons tout à l'heure, elle veut que nous continuions le débat qui a été entamé en commission et qui a été entamé ailleurs à l'Assemblée nationale. En effet, nous avons considéré que c'est le moment de légiférer. C'est le moment de légiférer. Pourquoi? Pas seulement parce que ça a été dit et redit. Il y a eu une promesse d'un candidat à la présidence de la République. S'il y a eu cette promesse d'ailleurs, c'est qu'elle venait dans un moment opportun. Pourquoi? Parce qu'on a assisté, vous le savez tous, à une évolution du regard que nous portons sur l'homosexualité, qui est rentrée d'ailleurs dans le Code civil au moment du Pacs, parce que la famille a évolué, et d'ailleurs, c'est vous-même, c'est des gouvernements de droite qui l'ont fait évoluer encore plus que de la font évoluer cette loi, c'est la loi de 72 sur la filiation. Car si à ce moment-là, on n'a pas fait évoluer la famille, alors là, je ne sais pas de quoi on parle. Puisque, mes chers collègues, rappelez-vous quand même ce texte. Un homme marié peut reconnaître comme enfant légitime, avec tous les droits et les mêmes devoirs, un enfant qu'il aurait conçu avant son mariage, qu'on appelait avant des enfants naturels, et un enfant qu'il aurait conçu hors mariage, soit adultérin, soit incestueux, sans l'accord de son épouse. Et cet enfant pourrait être accueilli dans le ménage et avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc l'évolution de la famille, mes chers collègues, elle a eu lieu depuis 1972, et puis ça a été dit et redit, et à l'instant par François Rebsamen, nous avons un environnement international. C'est pas pour ça qu'il faut faire comme tout le monde, surtout si ce que fait tout le monde est mal. Mais enfin, je considère que ce que fait tout le monde n'est pas forcément mal, et que ce que fait aussi bien l'Angleterre conservatrice de M. Cameron que l'Espagne socialiste de M. Zapatero n'est pas forcément mal, et que dans ces pays-là, également, il y a eu des avancées. Alors ensuite, nous dit-on, et vous avez dit, M. Portelli, vous allez rompre le consensus. Alors, sur ce texte, pour l'instant, il n'y a pas de consensus. D'ailleurs, sur le Pacs, quand il y a été voté, il n'y avait pas de consensus. Et nous nous sommes retrouvés, le Sénat et l'Assemblée, Patrice Gélard et moi, opposés. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, nous sommes rassemblés. Donc on voit bien qu'il faut un certain nombre de temps pour que le consensus s'installe dans une société lorsqu'il y a des lois importantes. Oui, ce n'est pas une banalité que ce texte, importante, qui rentre dans le Code civil. Et vous dites, M. Portelli, vous avez brisé le consensus sur la loi bioéthique. Il n'y a pas de consensus, encore aujourd'hui, sur les lois bioéthiques. Il n'y en a pas. On l'a vu dernièrement lorsque l'Assemblée nationale a repoussé, après des manœuvres de l'opposition, la proposition de loi qui avait été adoptée ici sur l'emploi des cellules souches. Il n'y a pas de consensus sur ce point. Il n'y a pas de consensus non plus sur la fin de vie. Le Sénat a voté. L'Assemblée nationale a toujours refusé. Et dans la société, le débat se poursuit. Il n'y a pas de consensus là-dessus, non plus. Peut-être y en aura-t-il un lorsque c'est son rôle, le législateur sera intervenu. Car je crois de toutes mes forces, à notre devoir, à ce que nous devons faire. À un certain moment, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons intervenir, y compris contre une majorité quelconque. C'était l'abolition de la peine de mort. C'était même la légalisation de l'avortement. Et puis après, au bout d'un certain temps, les tensions s'apaisent, ça rentre dans les mœurs, et tout le monde se rassemble sur des réformes que nous avons eu le courage de faire. Alors, mes chers collègues, je fais appel, vous qui êtes là aussi, à votre courage, et je suis sûr qu'au cours des débats, un certain nombre d'entre vous évolueront. En tout cas, votre commission des lois vous demande de ne pas adopter la question préalable. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, la parole à madame Bertinotti, ministre de la Famille.
Oui, je voulais intervenir parce qu'effectivement, nous avons un débat qui est un débat apaisé, dans lequel nous exprimons chacun nos convictions et des positions qui peuvent être tout à fait différentes. Et je pense que c'est ça qui permet aussi d'éclairer l'ensemble de nos concitoyens. Mais j'ai envie de dire, j'ai entendu aussi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions cet après-midi. Moi, je mets en garde quand même contre certains dérapages, parce qu'il y a des dérapages qui vont empêcher de continuer dans l'apaisement et des débats de qualité et de sérénité. Quand j'entends, par exemple, que l'enfant serait un jouet entre les mains des hommes, je suis très étonnée que cela puisse être évoqué à l'occasion de l'examen de la loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Parce que je ne comprends pas ce que cela veut dire, ou alors c'est nier fondamentalement que lorsqu'on est homosexuel, on puisse effectivement pouvoir éduquer des enfants, les élever de la même façon que des couples hétérosexuels. Et donc, je trouve que je me permets d'intervenir parce que j'ai entendu, je trouve que ça fait écho, on entend qu'à un moment donné, on aurait des enfants par convenance personnelle. A-t-on idée d'avoir adressé ce reproche à des couples hétérosexuels qui auraient des enfants pour convenance personnelle? J'ai entendu, oui, mais si ça arrive pour des couples hétérosexuels, alors, je veux dire, la question de la sexualité n'a rien à voir. J'ai entendu aussi, et ça a été dit aussi pointé sur les bancs de la majorité, que les parents les parents homosexuels ne seraient pas des parents comme les autres. Au nom de quoi? J'ai entendu ça, si, j'ai noté, hein, j'ai écouté avec beaucoup. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Je me permets, il a été déjà beaucoup insisté sur la valeur des mots et je pense qu'il faut faire attention aux mots parce que sans cela, effectivement, nous pouvons avoir des conceptions de la famille qui sont fondamentalement différentes, mais nous ne pouvons pas aller sur un domaine où, effectivement, c'est une méconnaissance totale des familles homoparentales. Quand vous écoutez les familles homoparentales, ces familles homoparentales ont souvent un projet parental des plus élaborés qui a demandé souvent beaucoup d'interrogations, de questionnements de la part de ces familles homoparentales, comme même souvent nombre de familles hétérosexuelles ne se posent pas la question de ce projet parental. Donc je pense qu'il faut utiliser avec sagesse un certain nombre de mots. Ensuite, il y a autre chose qui m'a profondément choquée parce que je sais que cette Assemblée est attachée à la notion de respect et j'ai entendu qu'on aurait pu faire une loi parce qu'elle coûte pas cher et parce qu'au bout du compte, c'est pas très grave parce que cela concerne une minorité. J'avoue franchement que moi je l'ai pris comme une forme de manque de respect à l'égard du gouvernement, de ses convictions, de ses engagements républicains, de ses convictions à l'égard de nos engagements républicains. Et nous ne faisons pas une loi pour des groupes. Nous ne faisons pas... Mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait progresser l'égalité, on fait progresser l'ensemble de la société. À chaque fois qu'on a voté des lois contre les discriminations, on a aidé le combat des femmes, on a aidé le combat de tous ceux qui sont discriminés, quelle que soit la couleur de leur peau ou quelle que soit leur orientation sexuelle. Et cette loi n'est pas une loi, comme j'ai entendu, communautariste, c'est une loi qui rend service à l'ensemble de la société. Et il ne faudrait pas oublier la leçon du Pacs, car lorsque le Pacs a été voté, personne n'aurait imaginé
que plus de 90% des pactes aujourd'hui sont conclus par des couples hétérosexuels. Donc vous voyez bien qu'une mesure qui au départ pouvait être interprétée comme uniquement faite pour des couples homosexuels, eh bien c'est l'ensemble de la société qui s'en est emparée. Enfin, j'ai aussi entendu parler de majorité de passage. Moi, je ne sais pas ce qu'est une majorité de passage. Je connais une majorité qui est le produit du suffrage universel, direct ou indirect, et que le suffrage universel, direct ou indirect, fait ou défait. Je le dis très clairement, moi je suis très respectueuse du verdict du suffrage des urnes et je voudrais juste conclure pour dire, j'ai entendu qu'il fallait, ce sont des mots qui ont été utilisés, qu'il fallait avoir à l'égard des homosexuels, j'ai entendu les termes de bienveillance ou de générosité. Ce n'est pas de bienveillance ou de générosité qu'ils veulent tout simplement de l'égalité. Merci Madame la Ministre. La parole à Madame la Garde des Sceaux. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Donc dans cette question préalable, Monsieur le sénateur Portelli, pardon, merci. D'ailleurs, en général, vous êtes là, donc j'aurais dû avoir le réflexe. Vous êtes en général, voilà, placé ici, installé ici. Voilà, vous avez commencé par nous... Vous avez... Pardon? Allez-y, Madame la Ministre, je vous en prie. Vous avez commencé par nous dire qu'il y a la crise et que nous ferions mieux de nous en préoccuper et de nous en occuper. Mais le gouvernement s'en préoccupe et s'en occupe. Et le gouvernement y travaille depuis le premier jour. Je suis étonnée de cet argument de la part d'un parlementaire qui a une connaissance achevée des institutions, de la répartition des responsabilités de chacun. Le fait que nous fassions notre travail au niveau de la justice, donc sur l'état des personnes, sur les libertés, sur l'état civil, ne gêne en rien le travail de ceux qui ont en charge les questions économiques. Donc l'argument n'a aucun poids, il n'a aucune pertinence et je ne comprends pas qu'il soit constamment abordé, en plus du fait que l'histoire, y compris l'histoire récente, montre que même lorsque il y a des périodes économiquement difficiles, cela n'exclut absolument pas, ça a été rappelé d'ailleurs à la tribune hier soir, ça n'exclut pas de courageusement faire les réformes de société ou parfois les réformes sociales qui sont nécessaires. Donc voilà, je crois qu'il est bon d'évacuer rapidement cet argument. Ensuite, vous dites que la preuve que tout cela est fait à la va-vite, c'est que le gouvernement devra prendre des ordonnances dans les 6 mois. Alors, je rappelle simplement que c'est justement la contestation de vos collègues UMP à l'Assemblée nationale qui a attiré l'attention du Sénat un peu plus encore sur le mode d'écriture choisi par l'Assemblée nationale, qui a conduit donc la commission des lois du Sénat à choisir un autre mode d'écriture. Et dans cet autre mode d'écriture, la commission a choisi une sécurité supplémentaire en habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances dans les 6 mois. Je l'ai dit hier, évidemment, dans les conditions qui sont stipulées dans l'article 38 de la Constitution, à autoriser donc la commission, et si le texte est voté en l'état, il en sera ainsi, le gouvernement à prendre une ordonnance dans les 6 mois. C'est une sécurité juridique supplémentaire qui a été prise et ça n'est absolument pas la mesure d'une précipitation ou d'une accélération. Je rappelle que ce texte est sur la table, il est passé en Conseil des ministres en début novembre, il est donc sur la table depuis cette époque, il n'y a donc aucune précipitation. Il n'y a donc là aucun élément qui contribuerait à invalider ce texte. Ensuite, vous nous dites que c'est un cheval de Troie de la PMA et de la GPA. Donc ça fait quand même quelques mois que nous avons droit au débat sur le débat. Maintenant, nous avons droit à un débat avant le débat. C'est-à-dire que nous, dans un texte qui ne traite ni de la PMA ni de la GPA, il va être question, je le crains, mais je l'ai vécu, nous l'avons vécu à l'Assemblée nationale récemment et pendant 2 semaines, nous avons eu constamment des argumentaires développés contre la PMA et contre la GPA. Quel est l'intérêt de faire un débat avant le débat? Essayons d'être dans l'instant sur le texte qui vous est soumis. Et le texte qui vous est soumis concerne le mariage et l'adoption et quelques dispositions qui sont profitables
aux familles hétéroparentales, aux couples hétérosexuels qui sont profitables à la faveur justement du travail qui a été effectué pour cette ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Vous avez dit par ailleurs que cette loi ne sera jamais vôtre. Je ne sais pas ce qui est visé dans ce vôtre, mais comme l'a dit le président Rebsamen à l'instant, il y aurait là incontestablement une rupture du contrat républicain. Et lorsqu'on considère, et vous le dites vous-même, mais nous le savons aussi, qu'un certain nombre de maires s'interrogent, encore que moi je connais l'habitude, les pratiques et les convictions républicaines des maires, et je crois que autant certains protestent avant l'adoption de la loi, autant ils seront nombreux et très probablement tous exerceront leur devoir d'officier public ministériel et vont donc d'officier d'état civil, pardon, et vont donc appliquer la loi. Mais les maires attendent, je crois, plus volontiers des parlementaires, donc des législateurs, qu'ils se battent tant que c'est nécessaire jusqu'à la dernière seconde, qu'ils se battent pour améliorer un texte de loi, pour l'empêcher d'être adopté éventuellement. Mais une fois que le texte de loi est adopté, je pense que les maires attendent des parlementaires une parole qui, au contraire, leur rappelle que toute loi adoptée est une loi de la République et doit être exécutée en tant que telle. Vous dites qu'il y a une confusion intellectuelle et juridique, une confusion de ce qu'est le mariage et un non-respect du droit naturel. Je ne sais pas comment vous définissez le droit naturel, mais en tout cas, on peut considérer que dans le préambule de la Constitution, l'affirmation des droits et des libertés devrait considérer la référence en termes de droit naturel. Alors si dans le droit naturel vous parlez de loi naturelle, nous sommes dans un autre débat, mais vous avez dit droit, donc je ne prends pas le débat sur les lois naturelles. Lorsque vous dites qu'il y a une confusion de ce qu'est le mariage, et vous vous référez donc à Portalis. Alors Portalis, incontestablement, est une éminente personnalité qui a apporté son intelligence à l'élaboration du Code civil de 1804. Ceci étant, je pense qu'il faudra un peu de prudence lorsqu'on se réfère à Portalis et à sa conception de la relation à l'intérieur du mariage. Nous avons vu à quel point le mariage a évolué, et je l'ai dit, je le répète, parce que j'en suis profondément convaincue, c'est une institution qui porte vraiment l'empreinte de tous les combats pour l'émancipation, pour l'égalité, pour la justice. Il y a ces traces-là dans le divorce, son instauration, sa suppression, son rétablissement, dans le statut de la femme, dans le statut des enfants, dans la suppression des discriminations entre les enfants. Il y a donc dans l'institution du mariage, peut-être que plus que dans toute autre institution de la République, la trace des grands combats pour l'émancipation, pour la justice et pour l'égalité. Je me permets de vous rappeler simplement ce que proclamait Portalis donc à l'époque de l'écriture du Code civil en 1804. L'obéissance de la femme est alors considérée comme une suite nécessaire de la société conjugale qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre. Heureusement, il y a eu beaucoup de progrès depuis. Et effectivement, s'il y a chez nous une confusion sur l'institution du mariage, à refuser de la comprendre comme elle était définie ici par Portalis, oui, nous assumons cette confusion. Je vous invite à rejeter cette motion. Merci, Madame la Ministre. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Gattolin, pour le groupe Europe Écologie Les Verts, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En préalable, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement l'opposition sénatoriale et le groupe UMP en particulier. Je suis un sénateur encore assez novice et j'avoue que je ne connaissais pas l'ensemble des procédures préalables visant à rejeter un texte sans l'étudier au fond. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Et je ne pense pas que ce soit simplement une volonté pédagogique à mon endroit ou à l'endroit des sénateurs récemment élus. Je pense qu'il y a vraiment une procédure visant à bloquer, retarder ce texte. Alors je demande simplement où est la cohérence? Comment peut-on demander une motion référendaire, c'est-à-dire à propos d'une loi comme celle-ci, demander le recours, pourquoi pas, au suffrage universel direct, et en même temps expliquer que cette loi et ce débat ne peuvent pas être discutés parce qu'ils sont inconstitutionnels. Enfin, je suis vraiment très novice, donc j'aimerais qu'on m'explique. Bon, après, je comprends qu'il y a des jeux, des procédures parlementaires qui consistent à s'exprimer le plus longtemps possible sur tout un tas de choses. Alors, je voudrais simplement revenir sur le fond.
Depuis l'adoption de la loi sur le PACS en 1999, les parlementaires écologistes ont toujours plaidé en faveur d'intervention du législateur pour remettre une réelle égalité des droits devant le mariage. Les partenaires du PACS, il faut bien le dire, n'ont pas accès aux mêmes droits que les couples mariés. Le bénéfice de la pension de réversion, l'adoption des enfants du conjoint, la protection juridique des enfants grandissant au sein d'une famille homoparentale, autant de questions qui constituent des inégalités de droit et qui justifient pleinement une évolution de notre législation. Il est donc, à notre sens, temps de légiférer pour réparer ces inégalités et permettre de trouver des solutions à des situations humaines déjà existantes. Nul ne peut fermer les yeux face aux difficultés du quotidien qui sont celles des couples homosexuels et du besoin de légiférer en faveur de l'amélioration des droits. Aussi, l'union civile sans filiation que vous proposez est une sorte de mariage au rabais et il est discriminatoire. Sans compter qu'on va superposer un nombre de types d'unions absolument incroyables. Donc on aura le PACS, on aura l'union civile, on aura le mariage civil. Et il y aura encore, et merci, heureusement, le mariage religieux. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi que la logique législative soit rationnelle et rationalisée. Et surtout, on a le droit de débattre de cela au Parlement. Parce que l'objet même de ce texte, celui de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, relève strictement et précisément de la compétence du Parlement. Et il est de notre responsabilité en tant que parlementaires d'honorer la confiance que les citoyens nous ont accordée et de respecter les engagements pris devant les électeurs. C'est notre devoir d'élus de la nation de faire voter des lois qui assurent l'égalité entre tous les citoyens et qui protègent les plus faibles contre toutes les discriminations. C'est pourquoi le groupe écologiste ne votera pas cette question préalable qui cache difficilement, sous des arguties juridiques très variées, la volonté de faire obstruction au travail parlementaire et à un débat de fond urgent et nécessaire. Je le dis d'autant plus parce que, pour revenir sur la question référendaire qui a été posée, fort sympathique, j'aimerais qu'on se penche sur l'utilisation du référendum et notamment du référendum d'initiative populaire dans d'autres pays et d'autres pays, par exemple d'Europe. Eh bien, en Italie, je signale qu'on peut demander un référendum d'initiative populaire. Il est d'abord abrogatif d'une loi existante, ce qui n'est pas le cas ici, et il existe quelque chose qui permet de hiérarchiser, au moins dans le temps, la légitimité, les différentes légitimités issues du suffrage universel. Ces limitations rationae temporis, puisque c'est le terme, permettent notamment, au contraire, interdisent de procéder à des référendums de nombreux mois précédant une élection générale et de nombreux mois succédant une élection générale. Considérant que les élus au suffrage universel direct, aussi bien chez nous le président de la République ou les parlementaires nationaux, mais aussi les élus au suffrage universel indirect, disposent pendant une période donnée qui représente la moitié de la législature, la pleine légitimité sur des sujets très variés de pouvoir légiférer et donc il n'y a pas matière à ce moment-là d'utiliser le référendum, c'est impossible. Donc je vous invite à vous intéresser au droit constitutionnel et au droit du référendum dans les autres pays. Je pense que ça serait fort utile avant de proposer une procédure aussi originale que la question référendaire. Je vous remercie. Merci. La parole pour explication de vote à Philippe Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, mes chers collègues, il y a en vérité deux problèmes qui sont l'un et l'autre assez délicats. Un problème constitutionnel et un problème conventionnel. Le problème constitutionnel, il tient à ce que dit le préambule de notre Constitution, qui, comme chacun le sait, renvoie au préambule de la Constitution de 1946, lequel prévoit que la nation assure à la mère et à l'enfant la protection de la loi. La question qui se pose à nous, au moment d'inventer une nouvelle forme de parenté, qui ne serait plus la parenté exercée conjointement par le père et la mère, mais qui serait une coparenté d'intention dont l'exercice serait confié à deux personnes de même sexe, dont seul l'un peut être la mère où l'un sera le père. Le deuxième membre de ce couple a vis-à-vis de l'enfant une situation qui n'est pas celle de l'époux ou de l'épouse dans le cadre actuel du mariage. Elle se distingue en deux points. Le premier point, c'est que
manifestement, le lien biologique ne peut exister entre le deuxième membre de ce couple et l'enfant. Et le deuxième point, c'est que le fondement de cette famille ne peut se trouver dans l'altérité sexuelle qui est à l'origine de toute vie. Alors bien sûr, il est certain que ces couples vont pouvoir élever ces enfants avec beaucoup d'amour entre eux, beaucoup d'amour pour l'enfant. Ils pourront même aussi faire preuve de qualités éducatives qui ne sont nullement en cause. Restera simplement un manque, car chacun de ces enfants dotés de 2 parents femmes ou 2 parents hommes vivra dans le manque du parent de l'autre sexe qui n'a pas, et sera, tel qu'on peut le dire tout à fait concrètement, orphelin de père ou orphelin de mère. Que les parents ne soient jamais dans le déni de cette réalité, car les parents homosexuels que nous écoutons, tout comme vous, nous disent bien, jamais nous ne disons à notre enfant qu'il a 2 pères ou 2 mères, jamais nous ne le ferons. Mais si eux ne le font pas, pourquoi notre loi dirait-elle qu'ils sont parents à égalité de devoirs vis-à-vis de l'enfant, comme s'ils étaient père et mère? Ça, c'est une vraie difficulté constitutionnelle. Je disais à l'instant, à côté de cette difficulté constitutionnelle, qu'il faudra bien trancher, qui sera tranchée de toute façon, et que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché, puisqu'il s'est borné, dans sa décision d'il y a 2 ans, à dire que réserver le mariage à 2 personnes de sexe opposé n'est pas contraire au principe d'égalité, et que, par conséquent, on ne pouvait pas déclarer inconstitutionnelles les règles du mariage qui figurent actuellement dans le Code civil. Eh bien, au-delà de ce problème constitutionnel, il y a un problème conventionnel, car que vous le vouliez ou non, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales, si vous rentrez dans un régime au nom de l'égalité, alors il faut appliquer l'égalité complètement. Et que faites-vous dans ce cas de l'équivalent que pourrait trouver le législateur du principe de présomption de paternité pour les enfants qui naîtront dans des couples de même sexe? Une femme n'a pas besoin d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation en France pour pouvoir y avoir accès en Belgique. Si avec votre texte, elle se marie ou elle est mariée à une autre femme, cet enfant qui va naître à leur foyer va être un enfant que l'épouse de la mère pourra adopter. C'est bien la logique de votre texte, vous ne pouvez pas le nier. Et alors, à ce moment-là, elle ne bénéficiera pas, l'épouse de la mère, des mêmes droits que le père de la mère dans un autre couple d'époux. Cette femme va se trouver dans la situation de devoir demander un jugement d'adoption. Il y a là une rupture d'égalité caractérisée. Je ne suis pas sûr que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissera sans réponse cette question, qui ne manquera pas d'être soulevée par beaucoup de couples de même sexe dont vous aurez permis le mariage. La parole pour explication de vote à Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis hier, nos collègues de l'opposition ont déjà largement pu exprimer devant la Haute Assemblée leurs arguments, conformément d'ailleurs à la liberté de parole qui sied à chacun d'entre nous dans les limites du respect des droits des personnes. La discussion de la motion référendaire a été l'occasion de synthétiser l'ensemble de ces arguments du point de vue de l'opportunité de ce texte, de sa constitutionnalité et des conséquences qu'il implique. Le Sénat s'est déjà prononcé sur l'opportunité de renvoyer au référendum l'adoption de ce projet de loi en estimant qu'il lui revenait de poursuivre son examen. À ce stade de la discussion, nous estimons pour notre part que la discussion doit désormais se poursuivre dans le détail des articles du projet de loi pour permettre de débattre au fond des questions techniques. Nos collègues qui s'opposent au texte ne seront d'ailleurs pas en reste puisqu'ils ont déposé de nombreux amendements qui soulèvent des problématiques qui méritent d'être débattues dans toutes leurs dimensions. Or, le vote de la présente motion annihilerait exempter cette volonté de discussion et de délibération commune que notre groupe souhaite.
Mes chers collègues, je ne pense pas utile de revenir une nouvelle fois sur l'ensemble des éléments présentés par les uns et les autres. L'essentiel a sans doute déjà été dit et les positions de chacun sont connues de la Haute Assemblée et de nos concitoyens. Les radicaux de gauche et la majorité du groupe RDSE demeurent convaincus que l'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe ne provoqueront pas le changement de civilisation que certains d'entre nous ici redoutent, bien au contraire. L'histoire de la République que nous avons en partage est celle d'une inclusion toujours plus grande des citoyens dans une égale dignité. L'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté, écrivait d'ailleurs Hegel, et je crois que cette citation résume parfaitement l'esprit dans lequel nous souhaitons, pour notre part, que soit appréhendé ce projet de loi. Non, lorsque demain des couples homosexuels se marieront ou adopteront, le paradigme anthropologique de notre société ne sera pas bouleversé. Non, les enfants qui vivront dans une famille composée d'un couple homosexuel ne seront pas plus exposés à des risques névrotiques que n'importe quel autre enfant. Ce que réclament les homosexuels n'est plus ni moins que l'indifférence de la puissance publique à leur égard, le droit de vivre comme bon leur semble dans le respect des règles communes de la cité. L'État fondé sur le principe civique, respectant l'homme et son monde naturel dans toutes ses dimensions ou composantes, est un État pacifique et humain, écrivait avec une grande justesse Václav Havel. Mes chers collègues de l'opposition, je souhaite une nouvelle fois vous convaincre de la pertinence de ce projet de loi, qui n'est finalement fondé que sur l'idée de donner toute leur chance à ces familles de s'épanouir sereinement. Notre constitution sociale, à laquelle se référait hier le doyen Gélard, en citant Léon Duguit, ne sera pas bouleversée ou anéantie, mais au contraire enrichie et élargie, car elle ne saurait rester figée dans des concepts qui ne correspondent plus aux réalités de la société. Faut-il rappeler comment Maurice Horiou, qui durant 20 ans fut le doyen de la faculté de droit de Toulouse, démontre que l'État et la liberté sont par essence des réalités sociales vivantes, que le droit ne fait qu'encadrer sans les créer. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, la grande majorité du groupe du RDSE s'opposera à cette motion, comme elle s'est d'ailleurs déjà opposée aux précédentes. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Non, je vais mettre aux voix la question préalable. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur la motion 2 rectifié bis de M. Portelli. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront au secrétaire un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront au secrétaire un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Merci. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 128. Nombre de votants 339. Nombre de suffrages exprimés 335. Majorité absolue des suffrages exprimés 168. Pour l'adoption 158. Contre 177. Le Sénat n'a pas adopté la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.